Salut, c'est Guillaume Nicolas. Vous écoutez C'est le moment, le podcast qui fouille notre mémoire sériephile et qui sélectionne les moments qui nous ont marqués. Encore traumatisé par une mort, toujours anéanti par un adieu ou une fin prématurée, se marrer à nouveau d'une blague, en un mot, les moments qui nous ont marqués. Vous savez, quand on en parle, ça donne « Vous vous souvenez ? C'est le moment où... » If the apocalypse comes, beat me. I am the danger. You have to go back, kid. Winter is coming. Everybody lies. Come at the king, you best not miss. J'aime introduire chaque épisode par une petite intro qui exprime le plus souvent une position sur les séries en rapport avec le sujet du moment. Parfois, l'idée de cette espèce d'édito vient avant le choix de la séquence, la plupart du temps, je l'adapte au moment choisi. Ça me permet d'aborder des sujets plus généraux et d'exprimer mon point de vue sur des thématiques variées tout en dessinant, je l'espère, les contours de ma sériphilie. Parce que l'idée générale derrière le podcast, c'est évidemment de célébrer des moments de série qui m'ont marqué moi tout seul ou de façon plus collective, mais aussi d'exposer mon rapport aux séries, ce que j'aime chez elles, ce qui m'enrichit et ce qui a constitué ma culture aujourd'hui. J'essaie ainsi d'être le plus exhaustif possible tout en respectant mes propres goûts et envies. Je suis bien content que Renan Cros ait abordé Six Feet Under dans son épisode parce que je n'aurais pas pu le faire moi-même. Celles et ceux qui ont écouté l'épisode savent pourquoi. C'est aussi pour cette raison que j'aime inviter quelqu'un à venir parler de son moment. Ça permet d'élargir le spectre, de donner la parole à des gens intéressants et d'entendre autre chose que ma voix quand je monte les épisodes. Et là, vous vous demandez où est-ce qu'il veut en venir dans son introduction parce qu'on ne voit pas trop le rapport. Eh bien, même si je n'ai pas dit que j'avais mal aux genoux, il n'y en a pas. Oui, j'avoue, j'ai un peu séché sur le thème à aborder avec le moment de cet épisode. Alors j'ai choisi de raconter comme des coulisses ou du moins l'envers du décor. Plus de 40 épisodes, il fallait bien que ça arrive. Mais ce n'est peut-être pas si étonnant que ça intervient sur ce moment. Parce que c'est une séquence normale dans une série procédurale. On ne se souvient pas d'elle pour ses capacités hors normes, mais justement parce qu'elle s'insère dans l'idée d'une narration longue typique des formules à chaud. C'est le moment où l'on observe des équations. Her life and movement. This is the most beautiful thing I've ever seen. Thank you. Better than any speech, any photograph. This is absolutely perfectly beautiful. She was beautiful. Saison 9, épisode 11. Pour celles et ceux qui ne seraient pas familiers avec Bones, la série a débarqué suite au succès des polars scientifiques comme CSI ou NCIS. Elle raconte l'histoire de Temperance Brennan, jouée par Emily Deschanel, oui, la sœur de Zoé, une sommité en anthropologie spécialement l'étude des os et fait équipe avec le FBI via l'Institut Jefferson. Son partenaire, Silly Booth, est joué par l'inusable David Boreanaz, le célèbre Angel de Buffy. C'est un formule à chaud, donc au rythme d'un squelette un épisode, avec quelquefois des intrigues fil rouge sur une ou plusieurs saisons. Étonnamment, et malgré la passion que j'ai eue pour la franchise CSI, Bones est longtemps resté hors de ma vue, sans raison particulière. Je l'ai rattrapé très tardivement et sa découverte a rendu encore plus mystérieux le fait de ne pas l'avoir suivi au moment de sa diffusion. Car si vous êtes un minimum adepte du genre, cette série est un vrai bonheur et illustre parfaitement les qualités intrinsèques des séries procédurales et leur notion de l'évolution. Je ne vais pas revenir sur... En fait si, je vais revenir sur la richesse d'un genre tombé un peu en désuétude alors qu'il peut offrir de merveilleuses émotions et qui, bien que son schéma soit très rigide, permet tout de même de ressentir le passage du temps. Car si la narration répond à des règles strictes, ça ne l'empêche pas de faire vivre ses personnages, de les faire grandir, vieillir, bref, qu'ils existent comme dans une chronique. Fallait pas me lancer sur le sujet, tout de suite je deviens passionné, même si ça n'intéresse que moi, et que je me suis lancé tout seul. Parce qu'il s'en est passé des choses en 9 saisons, et je ne vais pas vous faire le résumé ici. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au démarrage, Brennan est une personne très froide, laissant peu la place aux émotions, préférant la rigueur scientifique. De plus, c'est quelqu'un de très talentueux, une experte dans son domaine, ce qu'elle ne manque pas de rappeler très régulièrement. Ces deux traits associés, ça donne une personne pas hyper chaleureuse et un peu hautaine avec des limites dans les interactions sociales.
La série en jouera avec beaucoup d'humour. Seulement au fil du temps, des épisodes et de la proximité avec Booth, de ses collègues et amis, des épreuves qu'elle traverse, bref, tous les éléments qui constituent l'évolution d'un personnage, elle change, s'ouvre un peu plus aux autres et aux émotions. Gna gna gna, les formulations, c'est toujours la même chose. Bah non, voilà. Ce 11e épisode n'est pas un épisode spécial ou extraordinaire. C'est une enquête tout à fait classique qui ne détonne pas dans la structure générale de la série. Car si j'ai déjà mentionné les formulas show ou séries procédurales par le passé, c'est souvent par le prisme de l'extraordinaire. Un épisode qui cassait un peu la routine. Là, on est dans un schéma traditionnel d'un épisode de Bones. Des os, une enquête qui sera résolue au terme de l'épisode. Ni plus, ni moins. Enfin, forcément un peu plus, sinon je n'en parlerai pas maintenant. Mais si je célèbre ce moment, ce n'est pas pour un événement incroyable, une séquence sensationnelle du cahier des charges. Non, c'est uniquement parce qu'elle est très bien écrite et vous chavire un petit peu. L'enquête concerne la mort d'une adolescente de 17 ans, gymnaste, et tous les soupçons se dirigent vers son père, plus absorbé par son travail de mathématicien que la disparition et la mort de sa fille. L'épisode joue avec l'idée qu'un comportement que l'on qualifie d'anormal entraîne forcément des soupçons. Parce que ce qui ne rentre pas dans la norme est suspect. Évidemment, Brennan est directement touchée par ce raccourci, elle dont le comportement détonne et à qui il faut souvent expliquer les règles basiques des relations humaines. On rappelle, par exemple, qu'elle ne croit pas à la psychologie comme pratique médicale parce qu'elle ne repose pas sur des faits. Et il faut préciser également qu'elle est mère et se pose régulièrement la question sur les démonstrations affectives qu'elle peut témoigner, elle qui est le plus souvent sur la réserve. Alors ce père dont l'expertise dans le domaine professionnel dépasse largement les standards, ça la touche directement. L'épisode montrera qu'elle avait raison de croire l'homme innocent. La dernière séquence, celle qui nous intéresse, voit l'anthropologue rendre visite au mathématicien. Elle s'inquiétait pour sa santé mentale, émotionnelle, spécialement après avoir été durement accusée à tort par Booth, ajouté à la mort de sa fille, évidemment. Elle découvre l'homme en plein travail, écrivant une équation sur un large tableau d'école. Pour moi, c'est du charabia, mes notions de mathématiques n'allant guère plus loin que 1 et 1 font 2, mais Brennan parvient à déchiffrer quelques bribes et comprendre le travail du professeur. Celui qu'on avait résumé comme un être froid, incapable d'émotion, tout entier dévoué à son travail, vient d'adapter la vie de sa fille dans un langage qu'il connaît, comprend et maîtrise, des équations. Amanda qui repose dans son berceau, quand elle rampe, fait ses premiers pas, quand elle fait du patinage artistique, du vélo, de la course, du trampoline. C'est comme un recueil de photos, mais on aurait troqué les images par des chiffres, des lettres et des symboles mathématiques. Toute sa vie, traduit en mouvement, répondant à des principes physiques exprimés en équations. Pour Bones, c'est forcément l'une des plus belles choses qu'elle a vues, parce que ça relève de la perfection. La rigueur scientifique, l'expertise physique ne sont pas liées à l'interprétation. C'est parce que c'est. Et ça devient particulièrement émouvant, car ça reste du langage, c'est une façon de s'exprimer et d'exprimer son deuil. Ce n'est peut-être pas celui que le commun des mortels emploierait, mais il n'en demeure pas moins sincère. Devant ce travail, le langage corporel de Brennan ne change guère, pourtant ses yeux se gorgent de larmes qui se déversent sur ses joues. Elle n'est pas seulement émue, mais bouleversée par l'expression du deuil et de la tristesse exprimée d'une façon qu'elle comprend et partage. On la raille un peu sur son incapacité à ressentir les choses, on lui reproche son esprit trop cartésien, la série s'amuse de ces décalages. Mais cette froideur scientifique, cette rigueur qu'on qualifie parfois de maladresse, ce ne sont pas des bloqueurs d'émotions. Brennan n'est pas une machine. Tout comme ce professeur n'est pas une calculatrice, mais un être humain dont la tristesse doit s'exprimer en dehors des conventions. Peut-être qu'en réalité, les équations écrites sur le tableau n'ont aucun sens. Peut-être qu'un ou une experte dans le domaine nous dirait que le concept même de résumer la vie de quelqu'un à travers des formules mathématiques est complètement stupide. Mais on s'en fout en fait. L'idée est belle et elle s'inscrit parfaitement dans la série. On l'a déjà dit dans l'épisode consacré à Buffy, le réalisme est un faux ami. C'est l'authenticité qui prime, le fait que l'on soit touché par l'histoire. Et on est parfaitement touché par cet échange. Tout ne repose pas uniquement sur l'écriture de la séquence. Le jeu est un facteur important. Emily Deschanel incarne très bien son personnage, ça fait 9 saisons, elle le connaît par cœur. Pour jouer le professeur, la production n'est pas allée chercher n'importe qui. Richard Schiff est très connu des sériphiles. Dès la Maison Blanche à The Good Doctor, ses qualités d'acteur ne sont plus à démontrer. C'est un monstre, capable de tout jouer. Et en une poignée de secondes, vous émouvoir comme personne. Il n'a pas beaucoup de phrases de dialogue dans l'épisode, guère plus dans cette séquence, mais elles vous sèchent direct. Spécialement parce qu'elles ne sont pas dans l'émotion intense, dans de grandes déclarations lacrymales. Au contraire, une retenue incroyable, une sobriété parfaite. Et il y a ce jeu corporel. Ça tient un peu de choses, hein.
une attitude, une posture, la façon qu'on a d'encadrer l'ultime équation, celle qui traduit le repos éternel, l'accablement d'un père qui doit survivre à sa fille. Les grands acteurs ou actrices sont capables de transmettre avec peu. Quelques subtiles intonations et le tour est joué. Ça paraît simple, mais l'épure réclame souvent de plus grands efforts. L'épure réclame la perfection. Ces mêmes grands acteurs ou grandes actrices sont aussi capables de se fondre dans un rôle, lui donner de la profondeur avec une immédiateté désarmante et offrir de grandes choses, même en étant de passage, le temps d'un rôle dans une série procédurale. Cette séquence reste une scène classique dans un épisode classique de Bones. Fondamentalement, elle ne détonne pas du reste. Ce qui la rend remarquable, c'est non seulement sa qualité intrinsèque, bien écrite, bien jouée, mais parce qu'elle s'inscrit naturellement dans la série. Ça signifie que sa valeur ou sa réussite globale, le fait qu'elle m'ait autant marqué, est déterminée par son inscription dans une continuité générale. Autrement dit, on apprécie d'autant plus sa valeur quand on a suivi toute la série. Ce qui pourrait paraître à première vue paradoxal avec l'idée que l'on se fait d'une série procédurale, où tous les épisodes seraient les mêmes. Pourtant, au-delà du contexte forcément dramatique d'un père qui a perdu sa fille, la scène fonctionne d'autant plus qu'elle s'inscrit dans le développement sur le long terme du personnage de Brennan. C'est parce qu'on la connaît depuis 9 saisons, qu'on l'a vu évoluer, que l'on est d'autant plus touché par cette promiscuité entre elle et le professeur. Preuve, s'il en fallait une, que les formules à chaud ne renient pas l'idée de développement. Que la répétition ne signifie pas ici reproduire inlassablement la même chose comme si on figeait le temps dans une boucle. La répétition agit comme on ajoute des briques à un mur ou des pièces à un puzzle. Le geste est le même, les formes se ressemblent, leur valeur individuelle peut sembler identique. Mais si on recule un peu, on peut voir comment l'ensemble évolue et le résultat qu'il produit. Car dans un formula show, un épisode ne remplace pas l'autre. Il s'additionne à sa suite, il le complète. Regarder un épisode sans avoir vu le reste pourra peut-être vous émouvoir parce qu'on est forcément ému devant un père qui exprime le deuil de sa fille. Mais vous ne comprendrez pas le rapport qui unit Brennan et le professeur et pourquoi cette dernière lui rend visite, pourquoi ça la touche personnellement. Si j'ai tenté par le passé à démontrer les valeurs des séries procédurales en choisissant certains moments, c'est peut-être celui-ci qui exprime le mieux ce que je cherche à transmettre, spécialement parce qu'il n'est pas spécial. C'est le moment où des chiffres et des lettres valent plus que des mots. Vous venez d'écouter C'est le moment. Ce podcast est totalement indépendant et autoproduit. Vous pouvez le soutenir via sa page Patreon et le retrouver sur tous les réseaux sociaux. Les liens sont disponibles dans le texte descriptif de l'épisode. Merci et à suivre!